Bien, salut à tous. Ça tombe comme un gravelotte, là, ça arrive de partout, donc formidable pour cette dernière. Alors c'est pas la dernière parce que on fera donc jeudi prochain un débrief complet de la saison cette fois-ci. Cette année, vous avez bien compris, donc il y a eu 8 épisodes, hein, c'est une grosse saison, 6 à 7 cas par soirée, on a une cinquantaine de boîtes en tout. C'est plutôt important et donc il y aura plein de choses à dire forcément surtout qu'arrivé à la 8e parfois on a un peu oublié les premières. Merci donc Faisal qui a trouvé la saison bonne. Ouais, globalement c'est vrai que c'était une bonne saison. En tous les cas, aujourd'hui on va se concentrer sur la dernière soirée, hier soir qui était une belle soirée, qui était plutôt sympa, dans laquelle j'ai fait 3 investissements dont je suis assez content. Ah, Benjamin a déjà hâte de la prochaine. Bah écoute, on verra. Hein, vous avez noté que chaque année le casting des investisseurs évolue. Rien ne dit que je participe encore. Les saisons prochaines à voir. C'est quand même c'est beaucoup d'investissements personnels pendant l'émission et surtout après pour accompagner les candidats très clairement la question se pose de savoir si je la referai ou pas. Le casting des marquants, ça démarre là en général, ça démarre tout le temps. Les candidatures vont être ouvertes très vite. Merci Charles qui est ravi de me revoir. C'est plutôt sympathique. Jean-Pierre, tu as été au top cette saison. Écoute, moi, en tous les cas, je regarde l'émission un peu comme un téléspectateur aussi, puisque je participe en tant qu'investisseur, mais aussi après je regarde le programme, sa construction, le montage. Voilà, je suis pas toujours d'accord avec la manière dont c'est monté, mais très clairement, c'est vrai que ouais, j'ai le sentiment que c'était de pas avoir été trop mauvais pour employer une litote sur cette saison. Voilà, et d'avoir apporté. Je pense que ce qui est important, en fait, dans une émission comme ça, Cédal dit qu'il aime bien mon analyse, ce qui est important, c'est d'apporter une contribution collective, quoi. Je pense que c'est important que on soit pas tous sur la même ligne, qu'on dise pas tous les mêmes choses, qu'on n'ait pas tous la même vision du monde. Parce que là, on parle de mes petits clashs avec Anthony, qui anime bien l'émission aussi. Globalement, ce qui est intéressant, c'est d'être sincère. Voilà. En fait, je pense que t'es bon quand t'es en sincérité, et quand évidemment il y a des contenus aussi, quand t'apportes quelque chose. Mais voilà, la sincérité, c'est un élément qui trompe pas à l'écran. En fait, il y a un truc qui transparaît à l'écran. Au final, c'est un peu ça. Voilà. Et je trouve que cette année, il y avait une dynamique collective qui était assez bonne, et il y a eu des moments sympas. Ouais, c'est vrai. Très clairement, quoi. Certains disent que ça a été la meilleure saison. Bon, je pense qu'on a toujours l'impression que c'est la meilleure saison parce que, évidemment, c'est celle qui vient de se terminer. Celle qui est en cours semble toujours avoir été plus performante que les précédentes. Moi, toutes les saisons m'ont plu, en fait. Hein. Je pense que, évidemment, on s'améliore peut-être aussi au fur et à mesure. On a la tête d'Anthony. Non, mais ça après le petit jeu avec Anthony, bon voilà, ça fait partie aussi de la dynamique collective, c'est-à-dire que c'est comme dans la vie de tous les jours, quoi. Donc il y a des moments de tension, il y a des moments où on se marre, il y a des moments où on exprime des idées divergentes, avec force. Bon, voilà, c'est ce qui fait aussi c'est ce qui fait aussi un tout. Voilà, on dit que je suis un pilier de l'émission. Oui, c'est sûr qu'effectivement, je pense que j'ai trouvé ma place dans ce paysage. Voilà. Donc Alexandre nous fait l'honneur de nous rejoindre à 36. C'est un peu honteux pour tous les gens qui étaient là à l'heure, mais bon, que voulez-vous les gars, c'est comme ça. Un manque de considération pour vous. Bon voilà, c'est comme ça. Il y a Nadir qui était à l'heure, quoi. Allez, à toi, mon ami. Mais t'as fait l'intro, mais je t'entendais, mais j'arrivais pas à monter sur la scène. Mais comme il y avait tous les messages d'encouragement, je voulais pas t'interrompre. Tu veux pas casser ce moment. Je voulais pas casser ce moment d'émotion. Non, mais c'était en tout cas c'était un bel épisode hier soir. T'as été bon, t'as été très bon. On va en débriefer. T'as envoyé les règles? Tout le monde sait comment fonctionne le. Non, mais vas-y, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un peu entre nous, hein, et que globalement, on a maintenant une bande de fans là qui sont un peu les mêmes, à chaque masterclass. Je pense qu'ils ont un peu compris comment ça marchait, mais ça rapidement.
Ouais, en effet, parce on retrouve plusieurs têtes. Donc, Voilà. écoutez, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, vous avez mais je pense que vous êtes beaucoup à l'avoir déjà trouvé en bas à droite. Claire est nouvelle. Bonjour Claire. Ah voilà, Claire. Donc pour toi, Claire. Pour Claire, pour Faisal, et il y en a plein. On a plein de nouveaux. Donc, en bas à droite, vous avez la bulle de chat, mais vous êtes déjà en train de l'utiliser. Vous pouvez poser vos questions, réagir, envoyer de l'amour, comme Kelly, mais vers Jean-Pierre. Et puis juste à côté de ça, vous avez la bulle question. La bulle question, c'est une bonne bulle. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez voir les questions que les autres ont posées, et vous pouvez surtout voter pour les questions, ce qui va nous permettre, si on manque de temps, parce que vous verrez, il y a plusieurs projets, et puis bon, vous le savez, Jean-Pierre, il est bavard, donc loquace, il y a plein de choses à dire. Ça nous permettra à la fin de sélectionner les questions auxquelles on répondra en premier, pour faire par ordre de priorité par rapport aux questions qui sont les plus demandées. Pour se refaire un peu le déroulé, pour les nouveaux, on va vous parler, Jean-Pierre vous a fait un débrief général de l'émission de la saison. Ce qu'on fait, c'est qu'on va se passer les différents projets. On va introduire déjà aussi, vous parler quand même du club Fair Move Invest pour ce dernier débrief. On se parlera des différents projets, et puis après on prendra toutes les questions que vous avez sur le club Fair Move, et puis également les questions que vous avez sur les projets de l'émission, et puis toute autre question, parce que tout l'intérêt de ces masterclass, c'est pas tant de débriefer d'une émission de télé. Je pense que c'est surtout d'avoir la vision de Jean-Pierre et de se partager nos réflexions sur qu'est-ce qui fait une bonne startup, comment on investit dans une boîte, pourquoi on investit dans une boîte, qu'est-ce qu'il faut regarder, qu'est-ce qu'on analyse à la fois sur les entrepreneurs, à la fois sur les business. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aime beaucoup dans ces lives, c'est qu'à chaque fois on apprend une des méthodes implicites d'analyse d'un investisseur et entrepreneur aguerri tel que Jean-Pierre sur les thématiques qu'il connaît, et puis le général business, parce que avec combien d'années, 30 ans d'expérience quand même Ouais. Bon, au final, on en a vu pas mal, plusieurs boîtes. Je me présente, ce que vous connaissez tous, Jean-Pierre. Je m'appelle Alexandre Ling, cofondateur de Tudigo, plateforme qui permet à tous d'investir et d'accéder au monde merveilleux du capital risque, du private equity, d'investir dans des startups à impact, et puis associé qui vous propose le club Fair Move Invest dans ce cadre-là, que je vais laisser Jean-Pierre présenter avant qu'on rentre dans le débrief. Ok. Bon, moi, je pense qu'on peut peut-être débriefer d'abord, non, et présenter le club après, puisque globalement les deux sont assez liés, mais on va le faire dans cet ordre-là, si tu veux. Donc, l'idée en fait de Fair Move Investissement, c'est d'appuyer un peu mes thèses et mon expertise, et ma vision en fait des choses qu'on voit au travers de cette émission, et c'est d'accompagner la transition écologique, la nécessaire transition écologique dans le tourisme, en aidant des startups qui sont très innovantes et qui apportent leur contribution. Moi, j'ai toute une thèse sur le tourisme responsable et sur la logique du tourisme responsable et sur les bienfaits du tourisme responsable. Et cette thèse, évidemment, elle s'appuie sur des gens qui agissent mieux. Et les gens qui agissent mieux, ils s'appuient sur des innovations technologiques qui leur permettent de baisser leur impact carbone, de monter l'impact social. Voilà, c'est grosso modo les deux piliers. Et je démontre que toute révolution, toutes ces contraintes en fait sont de vraies opportunités, et qu'on peut créer beaucoup de valeur autour effectivement de ces nouvelles considérations. Et donc le club Fair Move Investissement, c'est dire investissez avec nous pour qu'on ait un effet démultipliant, pour à la fois sur l'aspect financier, puisque quand nous on met 5%, vous apportez le complément, et ça permet d'investir dans plus de boîtes. Le fait d'avoir une thèse d'investissement, ça permet de mentorer les boîtes, d'ouvrir notre réseau aux boîtes en question, de faire en sorte que ces boîtes ajoutent leur qualité et leur valeur ajoutée les unes avec les autres. Et donc, c'est de pouvoir accompagner la réussite de ces entreprises en apportant notre contribution, mais aussi que ces boîtes entre elles s'apportent mutuellement. Et donc, le club Fair Move Investissement, c'est des gens qui ont décidé de mutualiser leurs ambitions et leurs moyens pour créer un maximum de valeur au service d'une cause qui est de donner plus de sens au voyage en général, au tourisme en particulier, mais tout bêtement aussi à l'évolution du monde, d'apporter une contribution à l'évolution du monde. Voilà. Donc on pourra développer davantage.
je pense qu'on va très rapidement caler une masterclass, donc Fermou Investissement, qui sera effectivement uniquement dédiée donc aux investissements qu'on a déjà fait et à la manière dont on les a fait et au rendement qu'on a pu obtenir. Récemment, on vient de boucler une opération avec Ciao Ciao que certains ont découvert dans Qui est mon associé. On a levé assez brillamment donc 650 000 euros en l'espace de 15 jours. Donc ça a été une opération très rondement menée sur un très beau projet. Donc dont on reparlera donc à cette masterclass si vous le voulez. Mais Alexandre a bien introduit donc l'idée. Ce qui est intéressant dans ces masterclass, c'est de reprendre les cas de la veille de Qui est mon associé pour être challengé donc par la vision d'analyse donc d'Alexandre et de pouvoir donc partager les critères qu'ils ont fait aller sur un dossier ou pas. Donc et surtout donc de considérer des valorisations qui paraissent parfois un peu élevées dans cette émission. Donc et donc qui nécessite parfois un peu d'explication. Voilà, donc attaquons les différents sujets. Mais Fermou Investissement, pour finir, donc la règle est simple, on paye 500 euros hors taxe pour rentrer donc dans le club. On bénéficie donc de 6 dossiers donc dans lesquels on peut investir donc chaque année. Donc aux côtés de moi-même donc et de l'équipe de Fairmove, et on bénéficie donc du cadrage donc et des process de Tudigo et surtout des analyses donc de Tudigo. Donc on a à la fois l'expertise sectorielle donc qui est la mienne et en même temps les analyses financières de Tudigo. Et effectivement, c'est intéressant pour ceux qui ou ne sont pas experts en plus du secteur ou qui démarrent dans l'investissement de mon côté, parce que on peut te suivre et puis apprendre sur la boîte et sur et la boîte qui va être proposée également à tes côtés, sachant que tu vas suivre cette entreprise et l'accompagner pour en générer de la valeur, parce que tu rentres au bord de chacune des entreprises qui sont financées. Bien sûr. D'ailleurs, c'est souvent une demande même des start-upers qui savent qu'ils ont besoin d'accompagnement. On le voit bien d'ailleurs, ça fait une transition avec Qui est mon associé, où pas mal effectivement donc de candidats disent je cherche de l'argent, mais aussi du mentorat et de l'accompagnement. Tout à fait. Ok, on se lance dans le débrief. Ouais. On commence par Ovibar qui pense avoir réinventé l'eau chaude. Pour reprendre Ovibar, c'est un très bon exemple du club Fermou Investissement. C'est que moi, avec Fermou Investissement, donc on a investi dans Pureva, que j'ai cité 3 fois donc à l'antenne au cours du cas donc en question. L'entrepreneur était très sympathique. Son projet donc moi, j'ai pas voulu trop aller dans le détail du projet, donc parce qu'encore une fois, je voulais pas apparaître comme étant le gars qui a investi ailleurs et qui donc essaye d'être de mauvaise foi donc vis-à-vis d'un projet qui pouvait apparaître comme concurrent. En fait, on ne l'est pas vraiment, puisque nous donc on filtre donc l'eau du robinet. On n'a pas ce système donc de fontaine à eau. On est beaucoup moins cher et on a une logique davantage rentrer dans les foyers, alors que là on est plutôt donc dans une logique de fontaine à eau d'entreprise. Depuis le passage depuis ce passage sur le plateau, donc beaucoup de gens m'ont dit que ça existait déjà, qu'il y avait d'autres fontaines à eau qui faisaient exactement la même chose. C'est ce que tu as, toi, souligné. Je viens de remplir ma bouteille avec une fontaine à eau à l'instant. Oui, mais est-ce qu'elle fait de l'eau chaude? Ah oui. Non, parce qu'en général, les fontaines à eau, donc elles font eau froide, donc eau fraîche, donc eau à température. Elles font parfois eau gazeuse. Et quand elles font de l'eau chaude, elles ne font pas forcément filtrer comme la sienne. Voilà, c'était ça c'est ça son avantage concurrentiel. Voilà. Après, très franchement, donc c'était très sympa. Donc comme cas, est-ce que c'était révolutionnaire? Non. Est-ce que c'est un business qui aura une grosse traction? J'en sais rien. Ça dépend quand même de pas mal de paramètres. Il y avait un joli design. Voilà, c'est le type de business en fait sur lequel tu as beaucoup de mal à te projeter. Voilà. Et moi, quand j'ai du mal à me projeter, je préfère ne pas y aller de toute façon. Oui, et puis est-ce que la fontaine à eau, les fontaines à eau existantes et ceux qui ont ces systèmes-là, s'ils pensent que vraiment il y a une différenciation très très forte à faire de l'eau chaude, est-ce qu'ils pourront ne pas le rajouter? Pas sûr. En termes de passage de barrière à l'entrée, c'est pas non plus comme si c'était insurmontable. Non. Alors après, c'était le filtrage, donc effectivement, le goût était plutôt agréable, donc et l'eau chaude, donc il y avait pas de calcaire, donc comme tu peux l'avoir. Donc par ailleurs, quand tu as une bouilloire, tu sais très bien que elle est vite envahie par le calcaire. Donc là, il avait a priori résolu ces problèmes-là. Et je dis bien a priori, puisque évidemment le test qu'on a fait donc était plutôt probant. Enfin, il faudrait faire le test sur une machine qui a déjà 1 an d'existence et pas sur une machine qui est neuve. Et donc
on n'avait pas beaucoup d'éléments d'appréciation. Voilà. Donc moi, c'était clair et net que même si j'avais pas investi dans Pureva, je pense que j'aurais pas investi donc dans cette boîte-là, malgré encore une fois le côté donc plutôt très très pro donc de l'entrepreneur. On voyait que c'était quelqu'un qui avait une stature. Il avait déjà vendu des boîtes. C'était pas un novice. C'était clair. Et donc ça pèse aussi dans un dossier puisque la qualité du fondateur est évidemment donc un élément important. Hein. Alors il y a Gilles qui dit qu'aujourd'hui il y a 10 ans. Voilà, il équipait les boîtes il y a 10 ans. Bon. Essayons de voir quand même ce qu'elle a en plus. J'imagine qu'elle a quand même des choses en plus. Donc, voilà. Moi, ce que je trouvais, enfin, par rapport à un Pureva, ce que j'aime bien dans un Pureva, par rapport à une qui pour le coup fait des filtres à eau qu'on met directement sur le robinet et donc qu'on peut avoir dans le foyer et qui reviennent à beaucoup plus accessible. Hein. On est autour de 10 € par mois, je crois, en termes de. Ouais, un peu plus. Je crois qu'on est plutôt autour de 30. Mais enfin, en tous les cas, donc, on réduit l'impact donc de la consommation de bouteilles d'eau donc classiques, donc à la fois économiquement et évidemment donc en termes d'usage du plastique. Et en termes d'impact carbone, tu vois, on ne crée pas une nouvelle machine. On n'est pas sur une machine en plus à rajouter qui pour le coup. T'as raison. D'ailleurs, Simoncini est allé, le même Simoncini qui disait donc sur un autre cas. Les objets dans le foyer, il y en a déjà plein. En rajouter, c'est compliqué. Donc là, on est dans les boîtes. Donc c'est vrai que c'est un peu différent et que ce qui était un peu vendeur dans cette logique, c'est le côté B2B. Voilà. D'autant que tu peux te dire que les hôteliers, par exemple, si tu veux, aujourd'hui, ils veulent supprimer le plastique, donc évidemment partout. Donc, ils mettent des fontaines à eau aux différents sur les paliers, donc aux différents étages. Ces fontaines à eau, si c'est des bonbonnes, il faut les changer en permanence. Et donc, c'est un vrai sujet. Donc, si elles sont raccordées donc au réseau, c'est quand même beaucoup plus facile. Et si en plus elles font eau gazeuse, ça rajoute une dimension. Et si en plus elles font l'eau chaude, ça en rajoute encore une troisième. Voilà. Et donc, l'avantage effectivement donc de tout ça, c'est que tu vas consommer moins d'énergie. Tu mets à disposition des gens donc des vraies solutions qui sont assez confortables. Si en plus elles ont un peu de design, ça s'inscrit bien dans le design général de l'hôtel. Bon, voilà, c'est pas inintéressant. Après, encore une fois, moi j'ai pas d'idée de savoir quel est le degré de rupture avec l'existant qu'apporte cette machine. Et ça n'a pas été vraiment souligné donc par les investisseurs. Tant mieux pour le fondateur. Donc et moi, encore une fois, j'attendais juste mon heure pour développer des arguments. Alors, il a fait un post très sympa, le fondateur, pour dire que j'avais fait des remarques très intéressantes et que ça l'avait beaucoup aidé, etc. Tant mieux. Voilà, je pense que cette émission, elle participe aussi donc d'une réflexion collective. Et c'est vrai qu'après, quand tu comptes investir, tu vas sans doute aller plus loin dans les questions parce que, évidemment, tu es plus intéressé. Moi, dès le départ, je savais que de toute façon, j'irais pas. Donc, voilà, parce que je peux pas avoir 2 investissements dans 2 boîtes qui feraient à peu près la même chose. Ouais, et d'ailleurs, Yann pose la question, les investisseurs qui ont promis d'investir lors de l'émission et qui se rendent compte après que c'est pas révolutionnaire, est-ce qu'ils peuvent se désengager? La réponse est oui, évidemment. Donc au même titre que donc le fondateur, lorsque il est porté par l'émission et que parfois donc sa valo donc augmente, refuse finalement donc l'investisseur. Ouais. Tout à fait. Ok, je te propose qu'on passe au cas suivant qui nous a fait beaucoup rire, qui était Fulgurance. Fulgurance, et c'est comment le définir, ces tenues d'EMS, ces combinaisons d'électrostimulation pour faire du sport, mais de manière plus intensive. Donc pour ceux qui n'ont pas trop de temps et qui sont pas forcément très sportifs au départ. Surtout une question de temps en fait, parce que globalement moi donc j'avais déjà fait des séances avec ce type d'équipement. Donc tu as des petites salles qui sont développées donc avec ce type d'équipement et dont la promesse effectivement c'est qu'en 20 minutes tu as l'effet donc d'une séance d'une heure. Et c'est vrai qu'en 20 minutes tu transpires vraiment et t'as le sentiment d'être un peu rincé quand tu sors d'une séance. En plus tu as un coach qui te stimule, donc ça c'est plutôt bien et tu peux monter ton niveau de performance. Donc, puisque le coach va te pousser. Donc là, Guillaume dit ça n'a pas d'intérêt. Si, ça a un intérêt. C'est de cumuler donc l'électrostimulation qui en général était l'apanage de gens qui regardent Netflix dans leur canapé. Donc avec l'effort physique lui-même et donc de démultiplier donc les effets et d'avoir en plus le coach. Donc ça fait quand même trois choses intéressantes. Après, le sujet, c'est qu'évidemment, c'est compliqué de rentrer dans ces tenues. C'était cher, hein, donc 9 000 € le kit avec donc le petit module électrique et donc les 10 tenues.
c'est un entretien qui est quand même chiant parce que après chaque client, faut que tu nettoies donc la tenue, à moins que tes clients achètent la tenue, mais ça c'est déjà donc des gens qui sont beaucoup plus engagés. Voilà. Après, je pense que un coach qui a des clients donc un peu friqués, qui leur fait acheter une tenue et qui vient chez eux pour leur faire les cours, bon, pourquoi pas. Mais très franchement, c'est vrai que c'est marginal. Ça me paraissait pas donc là encore avoir ces gadgets. Charles, je pense a bien résumé. Donc voilà, c'est un peu gadget et c'est en tous les cas, c'est pas quelque chose sur lequel tu peux investir comme entraîneur. En plus, c'était trois. C'était pas très compréhensible la répartition des rôles. Il y en avait un qui avait une salle, l'autre qui développait le truc. Voilà, il y avait pas beaucoup de vision en dehors du produit lui-même, quoi. Voilà. Et donc on pense que parfois les gens pensent qu'un bon produit donc fait un bon business. Malheureusement, un bon produit ne fait pas toujours un bon business. Et là, en plus, un bon produit sur une toute petite niche, ça complique encore les choses. Et donc ça, c'est un truc de spécialiste. Et donc un investisseur, de mon point de vue, n'avait pas grand-chose à faire là-dedans. Ils étaient hyper déçus. Donc c'était assez touchant. Donc à la fin, donc ils étaient hyper déçus. Donc ça montre que ce sont des gens qui sont très impliqués, qui veulent vraiment donc. Ils avaient investi quand même 500 000 euros. J'ai peut-être mal compris, mais de leur propre argent pour développer ces tenues, non? Ouais. Alors, celui du milieu qui répondait à toutes les questions, donc il y avait le tatoué, donc qui était coach, qui avait une salle, et puis il y avait le petit au milieu qui était tatoué aussi du reste, mais qui lui a vendu une boîte. Donc il a mis beaucoup d'argent là-dedans. Voilà, Charles dit c'est trop compliqué. Oui, c'est effectivement les mecs qui sont partis là-dedans, ils ont investi donc beaucoup d'argent. On a eu le cas après, on l'a aussi donc on va en parler avec Auré donc sur les cosmétiques donc frais. Pareil, elle a mis 300 000 euros de son argent. Donc, ce sont des gens qui sont admirables, hein, qui montrent qu'ils y croient à fond et qui mettent tout dans la bagarre. Bon. Maintenant, très franchement, donc voilà, moi je voyais pas de sortie possible avec un truc pareil. Et je voyais surtout pas comment moi je pouvais apporter quoi que ce soit au-delà du ridicule, donc de faire l'exercice avec la tenue. J'avais pas grand-chose d'autre à apporter. Voilà, donc on a joué le jeu, on s'est marré. J'espère pour eux que ça va leur donner des contacts et que ça va leur apporter donc du business, parce qu'ils ont été placés par la production donc à un bon horaire. Donc je pense qu'ils auront, s'ils doivent en tous les cas trouver des contacts de qualité, c'est peut-être hier soir qu'ils les ont trouvés ou ce matin. Voilà, tant mieux pour eux, mais c'est le mieux qu'ils pouvaient espérer de nous. Très bien. Projet suivant, c'était moi ça a été mon préféré. Je pense mon préféré de la saison parce qu'il m'a fait en plus du côté waouh du modèle, la fondatrice m'a surpris. Parce que quand je l'ai vu débarquer, et je pense qu'on était tous comme ça, on la voit débarquer, on s'attend pas en fait à avoir quelqu'un qui va être aussi précis, pertinent sur des questions et qui a l'impression d'avoir le mix entre l'experte métier, qui a de l'expérience de la bouteille dans le business, et le start-upper qui sait vraiment pitcher auprès d'investisseurs, qui connaît les structures de deal, qui sait ce que c'est qu'une equity story et le développement, le financement. Moi, j'ai trouvé hyper intéressant de la pâtisserie numérique. Tu veux le présenter parce que ça, c'est un dossier dans lequel tu as investi. Oui, ben écoute, je crois que t'en as bien parlé. D'ailleurs, j'aimerais bien savoir donc si les gens qui nous écoutent donc peuvent partager ton analyse donc sur à la fois la performance donc de la fondatrice donc et l'intérêt donc du projet. Donc vous pouvez tous nous glisser une petite phrase sur le sujet en question. Effectivement, donc elle a voilà, oui, l'experte est incroyable. Voilà, elle a démarré gentiment, donc c'est un peu marine, donc c'est un peu un diesel, quoi. Donc elle s'est chauffée un peu au début et puis elle est montée en puissance. Elle a en plus eu donc le génie, l'intelligence, la capacité de séduction à faire venir donc Pierre Hermé. Donc c'était quand même là le top du top, quoi. C'est-à-dire que tu pouvais pas espérer mieux donc pour promouvoir donc son produit. Du reste, quand on l'a vu arriver, donc on s'est dit ça a l'air sérieux cette histoire quand même, tu vois, parce que et la question que j'ai posée, qui était la question fondamentale, a fait basculer complètement donc le sujet. Et la question, donc je la rappelle, c'était de dire mais chef Pierre Hermé, donc vous qui êtes pâtissier, est-ce que vous n'avez pas un sentiment de dépossession quand on voit ce type de machine, ou est-ce au contraire donc ça va vous permettre donc de vous libérer d'une partie finalement un peu chiante pour donner place à toute votre génie. Voilà. Et il a répondu
par l'affirmative en disant que au contraire, il était convaincu que c'était une très bonne chose pour la profession et que ça allait effectivement donc leur permettre d'aller encore plus loin en termes de créativité. Donc ça a été le point de bascule, puisque évidemment, si un spécialiste du secteur qui est un des noms les plus connus au monde adoube le projet, c'est sûr que c'est pas la même chose. En plus, je lui ai dit, êtes-vous investisseur à titre personnel? Donc il m'a dit non. Raison pour laquelle ma parole est encore plus forte, un truc comme ça. Tu vois, c'est-à-dire que la réalité, c'est que j'ai posé la question à plein de gens à chaque fois qu'ils venaient en guest en disant, mais toi, tu es investisseur, tu nous dis c'est génial, mais toi, tu es dedans. Et donc, les gens disent en général, ah non, moi, je suis pas dedans, mais je viens aider mon pote pour que tu mettes du fric. Tu dis, ah donc, toi, tu viens me dire à moi de mettre de l'argent et toi, t'en mets pas. Ça me paraît quand même un peu bizarre. Par contre, lui, c'était assez malin sa réponse parce qu'il dit, moi, j'organise des ateliers, j'ai fait un workshop avec plein de confrères, c'est ce qu'il a expliqué, donc pour présenter la machine. Tous ont trouvé ça vachement intéressant. Et comme je suis pas actionnaire, je peux beaucoup plus pousser la machine, alors que si je suis actionnaire, on va dire, évidemment, il va gagner de l'argent avec ça, donc il nous incite donc à le faire. Donc pour une fois, la réponse de dire je n'y suis pas était plutôt bonne. Ouais. Et puis il était consommateur et donc c'était la cible, ouais. Mais là, voilà, si effectivement, comme tu l'as dit, hein, si Pierre Hermé le fait, alors qu'en plus il a les compétences en interne pour faire ce type de pâtisserie. Bon, alors effectivement, on peut bien imaginer que le reste de la profession qui a parfois du mal à recruter des gens compétents là-dessus va être très très intéressé par un produit qui permet de standardiser des pâtisseries, des créations pâtissières originales. Ouais, et en plus, donc il faut rappeler qu'évidemment dans ce secteur de la pâtisserie, donc on se situe dans le secteur de l'hôtellerie, donc on a donc des gros problèmes de recrutement donc et de fidélisation donc des salariés. Donc chaque fois qu'on peut dégager donc des emplois qui finalement étaient des emplois donc sans valeur ajoutée, eh bien on renforce l'intérêt du métier pour ceux avec qui tu bosses et en plus ça te permet éventuellement d'alléger un peu les équipes, ce que tu es obligé de faire puisque de toute façon il n'y a pas grand monde qui veut y venir. Donc je pense que c'est très intéressant. Quelqu'un posait la question donc sur les rendements de la machine. Donc oui, les rendements sont en tous les cas permettent d'alimenter donc des pâtisseries, donc vous l'avez vu, qui font des chiffres d'affaires jusqu'à 3 millions d'euros. Hein, donc c'est ce qu'elle a expliqué donc sur le plateau. Aujourd'hui, donc elle parlait de 4000 clients donc potentiels. L'émission donc va nous donner donc beaucoup de contacts. À date, on a placé 7 machines. On est rentable là, donc à 100 machines. Donc l'objectif qu'on s'est fixé, c'est d'atteindre les 100 machines là dans les mois qui viennent. Donc avant d'attaquer l'usine, parce qu'en fait ce qu'il faut, c'est qu'on fasse la démonstration qu'on peut en placer partout. Donc là, à partir de ce matin, on appelle donc tous les gens qui nous ont demandé donc des rendez-vous. On va engranger et embaser donc tous ceux qui ont envie de recevoir donc de la doc. Donc sur le site hier, donc on avait une pop-up qui disait donc qui invitait donc et incitait à laisser son contact. Et une fois qu'on aura été voir tous ces gens-là, je pense que très vite on va avoir placé donc nos machines, nos 100 machines, et à partir de là, on fera effectivement donc l'usine pour la farine, puisque on a vu que dans le modèle économique, ce qui est assez génial, c'est évidemment qu'il y a un consommable derrière, qui est cette fameuse farine donc qu'elle a inventée et qui va nous permettre donc d'avoir des revenus récurrents. Donc plus on va passer, plus le parc de machines va grandir, plus effectivement donc nos revenus donc vont de manière récurrente donc augmenter, et en plus il y aura de l'ancillarisme puisque on va pouvoir évidemment développer au fur et à mesure donc d'autres choses. Elle a déjà plein d'idées. Donc on s'inscrivait dans un financement plus global donc avec la région Normandie hein, donc qui a matérialisé là donc son accord, et donc là on aura. Vous avez mis un montant. Combien vous aviez mis 150 000 euros. Voilà, 150 000, ça semble pas énorme, surtout pour un sujet comme ça. Je crois qu'il y avait un tour de table plus grand. Oui, il y a un tour de table à 1 million d'euros. Il y a un tour de table à 1 million d'euros avec une partie non dilutive. Et donc, elle est en train de rassembler tout ça. Donc, à la fin du mois de mars, donc on aura tout bouclé. Voilà. Et on aura effectivement donc les moyens de délivrer le premier pan de la fusée. Voilà, donc quelque chose, parce que tu dis vous allez essayer d'atteindre les 100 machines avant de lancer l'usine, sachant que je crois qu'elle en avait déjà vendu quelques-unes, elle en a vendu une vingtaine, non? C'est ça? Non, 7. On en a placé 7 à date. Non. Là, parce que 100 machines, ça ferait quand même, si je me souviens bien, 20 000 euros la machine, plus ensuite 500 euros par mois. Ça nous ferait quand même 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 27 000 euros de récurrent mensuel.
Donc, ce serait peut-être même qu'on serait bénéficiaire. Alors, on a calculé qu'on serait à l'équilibre. Dans son BP, en tous les cas, elle est avec 100 machines à l'équilibre. Mais toi, tes chiffres, déjà, donnent le tournis parce qu'on se dit, il y a 440 000 CHR en France. Donc, d'abord, tu as les boulangeries, pâtisseries. Très bien. Et on sait, il faut rappeler, je l'avais dit sur le plateau, mais je crois que ça a été coupé. Donc, en général, le boulanger est pas très bon pâtissier et le pâtissier est pas très bon boulanger. Donc, pour tous les boulangers qui font de la pâtisserie, eh bien, c'est un bon moyen, effectivement, donc, de pouvoir développer cette ligne de produits. La pâtisserie, ça a des marges, donc, très importantes et ça améliore très largement, donc, le chiffre d'affaires et le rendement, donc, d'une boulangerie. Notre système, donc, permet aussi de limiter la consommation d'énergie, donc, pour produire ces fameux gâteaux. Donc, dans un environnement où les boulangers sont scotchés par leur facture d'électricité, c'est aussi une donnée, donc, une donnée importante. Et ensuite, si on développe cette machine mondialement, on voit tout de suite les perspectives, quoi. Donc, tu vas faire des calculs avec 100, donc t'imagines avec 1000, t'imagines avec 10 000. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de gens, depuis hier soir, donc, disent que c'est sans doute l'un des meilleurs cas de l'année, voire de toutes les saisons confondues, parce qu'il y a un potentiel mondial extrêmement fort. C'est pour ça qu'Eric, donc, s'est accroché, donc, sur ce dossier-là. Et c'est pour ça que moi, qui est quand même une thèse plus orientée vers le tourisme. Donc, je m'y suis intéressé. D'abord parce que c'est pas très éloigné, puisque il y a quand même toute la restauration, les hôtels partout dans le monde, donc qui pourraient utiliser cette machine. Hein. Donc, je pense que tous les 5 étoiles, les palaces du monde entier peuvent vouloir cette machine, donc signée Pierre Hermé, donc et qui permet de faire des gâteaux donc de grande qualité. Encore une fois, ça a un impact positif donc sur la planète parce que on réduit donc la consommation d'énergie et on libère la créativité donc des gens qui bossent dans ces domaines. Donc ça a beaucoup de vertus et je pense que c'est effectivement donc un business qui peut vraiment décoller. Pour tous ceux qui disent il n'y a pas de barrière à l'entrée, c'est la question que j'ai posée. Hein. Je lui ai demandé clairement si la farine pouvait être copiée, donc elle a dit non. Bon. Alors après, on peut dire, oui, mais elle a intérêt à dire non. Peut-être, mais enfin, en tous les cas, donc pour l'instant, donc c'est clairement le sujet. Et pour développer cette farine de manière industrielle, il nous faut créer l'usine, donc développer donc toute une logique spécifique que nous on n'a pas, et donc a fortiori que personne donne là. Donc il y a quand même une grosse barrière à l'entrée parce que quand on aura fait notre usine qui va coûter donc 1 million d'euros pour développer la farine, je suis pas sûr que tout le monde se précipite pour effectivement développer de la farine pour des imprimantes 3D. Donc le vrai sujet, c'est quand même les moyens qu'on va y mettre, c'est le savoir-faire qu'on a déjà emmagasiné et c'est la facilité pour nos clients puisque qui mieux que nous pour leur livrer donc les consommables liés à notre propre machine. Voilà. Et sur le. Et dernière chose, quand on dit farine, c'est un terme un peu impropre, c'est pas de la farine, donc. Oui, parce que c'était pas de la farine, c'était un. Voilà. C'est un nom qu'elle emploie parce que ça ressemble, mais c'est pas de la farine qu'on trouve dans le commerce, évidemment. Ouais. D'ailleurs, il y a une question qui avait été posée là-dessus parce que sur l'émission, ça a l'air d'aller très très vite. En réel, effectivement, c'était. Le biscuit s'était fait à quelle vitesse? Parce que souvent, 3 minutes, elle l'a dit, à 3-4 minutes. Ça va super vite. Donc, si le marché est si grand, pourquoi le prix est si bas? Quand il y a un gros marché, en général, on peut baisser les prix. C'est tout l'intérêt. Après, les machines, on est sur, il faut quand même voir quand même que les boulangers, c'est pas non plus, effectivement, pâtisserie, c'est pas non plus, effectivement, des environnements. Donc, ils vont s'acheter des machines à 30 000 balles. Hein. Donc, maintenant, c'est vrai que je suis assez copain avec les deux. Parce qu'ils vont pouvoir l'étaler sur 5 ans. Après, je suis copain avec les deux sœurs de Cookie Diction, donc qui étaient chez moi hier soir. On a regardé l'émission avec Kelly, Stéphanie, les deux sœurs, parce qu'elles ont livré les cookies et puis des copains. Donc, c'était une soirée très sympa. Et donc, je disais, parce que j'ai visité l'autre jour, donc, Cookie Diction, leur atelier. Et donc, elles ont la moindre machine coûte 30 000 balles. Hein. Le moindre batteur, c'est 15 000 euros, etc. Donc, on est quand même sur des prix, effectivement, qui sont hyper attractifs. Donc, je suis d'accord. On verra si à un moment donné, on peut les remonter. Peut-être qu'on pourra rajouter des fonctionnalités qui permettront aussi de remonter les prix. Et pour l'instant, déjà, il faut qu'on évangélise le marché. Donc, qu'on ait l'époque sur les 20 ou 30 premiers qui vont démontrer qu'il y a une vraie traction sur ce créneau, qu'on va pouvoir donner des métriques pour dire, avec notre imprimante 3D, c'est une productivité donc qui permet d'économiser un salaire par mois, c'est 30% d'énergie en moins et c'est 30% de marge en plus sur les gâteaux vendus. Voilà, le jour où on est capable d'exprimer notre business avec 3 métriques comme celle-là, alors tout le monde en voudra. Et là, effectivement, donc on verra ce qu'on fait. Donc, d'autant plus que plus on va en produire, plus nos marges vont monter. Donc, mécaniquement, de toute façon, il va y avoir une création de valeur très forte. Hein.
Il y a une petite remarque, effectivement, quel vendeur, ce Jean-Pierre. Dans un duo, parce que vous en avez déjà fait un avec Ciao Ciao, Jean-Pierre Nadir et Éric Larchevêque, qui fait quoi? Sur le plateau, on l'a dit, alors ça n'a pas été conservé. Lui, sur le plateau, il faisait tout, et puis bon, là, il savait que tu bosses, mais dans les faits, je pense que vous avez quand même deux profils. Non, sur le plateau, on a dit, j'ai dit, écoute, Eric, toi, tu feras l'usine, et moi, je vais l'accompagner pour aller voir les boulangers. Et donc, j'ai dit, bon, dès jeudi matin, lendemain de l'émission, tu me files des boulangers à appeler, et moi, j'attaque, donc, j'attaque la base. Voilà. Et donc, grosso modo, on dit ça, donc, en rigolant, mais l'idée, c'est que, qui fait quoi? Donc, moi, je suis en général très proche de l'entrepreneur, donc, voilà, je passe du temps avec lui, j'affine la stratégie, donc chemin faisant. Donc Marine, par exemple, était un peu tout feu tout flamme, mais voulait tout faire d'un coup. Donc on a déjà maintenant revu un peu les différents steps et l'ordonnancement naturel donc des choses, parce qu'on peut pas et faire l'usine et placer les machines, donc et faire des salons à l'étranger, à un moment donné. Donc il faut quand même commencer par prendre le problème par le bon bout. En plus, on n'a pas forcément des moyens colossaux, même si on arrive à la fin à avoir 1 million d'euros à l'échelle d'un projet mondial comme celui-là, ça reste quand même peu d'argent. Bon, du reste, c'est pour ça qu'elle n'a pas voulu qu'on mette 150 000 chacun, et qu'elle préférait qu'on répartisse, parce qu'elle préfère garder plus de parts pour la prochaine, donc levée qui sera une série A, tu vois. Donc qui fait quoi? Écoute, voilà, Eric est plus naturellement tourné donc vers la partie machinerie. Donc sur Ciao Ciao, on avait acheté 2 petites machines à 10 000 euros. Là, on a acheté une machine allemande à 150 000 euros. Bah, il s'est plutôt intéressé à cette machine allemande à 150 000 euros. Et moi, je me suis intéressé au programme ambassadeur, donc à la location, aux distributeurs, voilà, et puis aussi à accompagner l'entrepreneur, parce qu'encore une fois, je pense que c'est un élément très important. Les interactions qu'on peut avoir avec un entrepreneur lui donne le moral, donc l'aide en tous les cas à le conserver, donc et parfois lui évite donc des moments de solitude. Bon, en tout cas, super. Écoute, on a déjà beaucoup de demandes, en tout cas, de la communauté de Tudigo qui souhaite voir sur Fairmove Invest, sur Tudigo, en tout cas, la pâtisserie numérique. Donc, dès qu'ils sont prêts, on attend. Bah déjà, rentrez dans Fairmove Invest, devenez membre de Fairmove Invest. Déjà, vous pourrez participer aux masterclass, aux rencontres qu'on va organiser, donc et apporter votre contribution. Parce que moi, ce qui m'intéresse, donc, dans ces masterclass, c'est pas que ce soit à sens unique. Là, il y a plein de commentaires intéressants et intelligents. Et donc, un club deal, c'est pas seulement des gens qui mettent du fric pour investir avec quelqu'un, c'est des gens qui vont aussi apporter leur contribution. Donc, par leur regard, par leur expertise, par leur expérience, par des projets qu'ils peuvent nous apporter, par des synergies qui peuvent ou déceler ou même donc orienter, parce que son beau-père, son frère, sa sœur ou son réseau personnel lui permet d'avoir tel ou tel levier ou tel contact. Voilà, je pense qu'en fait, il faut vraiment avoir en tête cette idée de communion d'intérêts. Voilà, plus que de gourou à qui on donne 500 balles pour bénéficier de ses bons conseils. Il faut rappeler que l'investissement, donc, c'est quelque chose de compliqué, que l'investissement, donc, il n'y a jamais personne qui pourra se targuer de dire que il a toujours tout réussi, et que donc le cumul d'expérience, donc, et l'addition des talents est une chose qui est rare et créatrice de beaucoup de valeur. Donc nous, on insiste bien, d'où d'ailleurs la contribution modeste, parce que 500 euros hors taxe ou 590, donc TTC, ça reste donc une petite contribution. C'est juste pour que traduire un engagement, une volonté. Donc parce que si tu dois investir 1 500 euros, entre 1 500 et 10 000 euros par boîte, pour prendre une fourchette qui est à peu près la moyenne, bah, c'est clair que 500 euros par an, ça paraît effectivement donc juste la démonstration de l'intérêt que tu portes au club et la sélectivité du club, puisque ce qu'on veut, c'est des gens qui sont engagés à nos côtés. Voilà. Oh, super. Et là, il y a une très bonne remarque là qu'on va reprendre, peut-être qu'on pourrait mettre en claim donc du club, si on peut le remonter là. Donc, je sais pas si j'ai accès donc sur la droite, qui disait voilà, très bien. Donc quelqu'un qui a tout réussi n'a pas idée de ce qu'il a raté. Voilà, bravo, très belle définition. Est-ce que alors on a Trong qui nous a fait une analyse détaillée d'Ilia.
je te propose qu'on saute sur ce dossier directement. Et On parle d'IA, et qui nous parle du fait qu'effectivement, il a déjà vu des produits similaires. Bon, moi, c'était le cas aussi. Tu peux nous représenter la boîte et puis ce que toi tu y vois, ton analyse sur ce dossier-là. Ouais. Déjà, donc, en fait, il y a toute une partie qui a été tronquée, donc, qui est tronquée, donc, dans la présentation. C'est qu'en fait, eux, ils ont commencé par faire un régulateur de consommation d'eau. Voilà. Avec, donc, la quantité d'eau, donc, que tu consommes quand tu prends une douche et l'objectif que tu peux te donner. Voilà. Et donc, ça, c'est un petit régulateur qui vaut 99 €. Il est en vente sur leur site, hein, donc, 99 €. Ils le vendent chez pas mal de distributeurs et notamment chez Nature et Découverte. Voilà. Donc ça, ils ont réussi à en placer pas mal. Et c'était intéressant c'était la démonstration de leur capacité à faire du business, parce que c'est deux jeunes mecs qui sortent des études, qui sont ingénieurs, on l'a vu, hein, des têtes bien faites, donc qui répondent bien aux questions, qui sont structurées et qui en plus ont une haute conscience écologique. Donc, ils sont très engagés les deux. Et donc, ce petit, déjà, donc cet objet-là, donc déjà avait un impact. On te dit, voilà, comme ils l'ont très bien dit, une douche c'est 80 litres d'eau. Si tu te fixes 50 litres, et que tu as un régulateur, quand tu es arrivé à 35, tu sais que tu es quasiment au bout. Et donc, déjà, ça t'aide donc à réguler ta consommation. Déjà. Voilà. Ça, c'est un premier point. Ensuite, ils se sont attaqués à la douche. Alors, l'idée de la douche, c'est de dire que tu vas récupérer donc une partie des eaux pour ta propre douche à toi, hein, pas pour celle des suivants. Donc, si tu veux, pour pouvoir effectivement donc pour continuer le cycle dans une logique un peu de fontaine. Quand t'as des fontaines donc dans les hôtels qui coulent toute la journée, heureusement c'est pas de l'eau du robinet, donc c'est un système de circuit fermé. Donc ils récupèrent alors ils ont un bouton c'est ça qui est un peu original, sur lequel tu dis quand je me savonne et que je me rince, donc la première minute de rinçage ou la première minute et demie ou 2 minutes, cette eau-là, elle n'est pas récupérée. Et ensuite, l'eau qui est récupérable, c'est celle où tu vas continuer à te rincer alors qu'il n'y a plus beaucoup de savon. Et celle-là, donc, tu peux la retraiter et continuer à prendre ta douche, parce que tu as des gens qui prennent des douches donc pour détendre les muscles, pour le plaisir donc de l'eau qui coule et qui ruisselle sur toi, donc mais ensuite plus pour des raisons effectivement donc d'hygiène. Et cette eau-là, en fait, tu peux la mettre en circuit fermé, ce qui est le système donc qu'ils proposent. Et donc dans un monde, encore une fois, où l'eau donc devient un combat important, dans un monde où certains hôtels commencent donc à affecter des quotas d'eau aux clients, et où quand tu vas faire du check-out, tu vas payer l'eau supplémentaire que tu auras consommée. Je trouve que ça a un rôle éducatif, ça a un rôle évidemment donc de sobriété, et puis ça a un rôle aussi donc d'énergie consommée en moins, puisque beaucoup de gens prennent des douches chaudes, donc et donc ça permet effectivement donc d'économiser de l'énergie. Voilà. Et donc là, il y a des gens qui mettent qu'il existe des capteurs îlots. C'est Simon qui l'a mis donc directement. Voilà, donc très bien, le capteur îlot, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc Simon, si tu as d'autres éléments donc à communiquer, on est preneur. Donc voilà, il a mis il transmet de l'information donc en temps réel. Voilà, ça montre la motivation de ces jeunes gens. Et ce soir d'ailleurs, il sera avec moi au live donc à 18h, parce que tous les jeudis soirs, on fait un live à 18h avec les 3 candidats donc qui nous expliquent un peu leur journée. Donc on fait ça sur Instagram. Donc là, c'est un format plus convivial. On est moins sur des questions de ROI. Voilà. Donc moi, ce que je me dis, c'est que, et c'est ce que j'ai bien expliqué donc à la fin, c'est que le Green Score hôtelier va participer de plein de critères différents. Aujourd'hui, tous les hôtels du monde disent qu'ils ont un programme écologique, qu'ils sont RSE et tutti quanti. La réalité, c'est que nous, dans le programme de Betterfly, qui est ma plateforme donc qui analyse donc le Green Score des hôtels, on a aujourd'hui 7% d'hôtels qui sont catégorie A, ce qui est pas mal. Donc, et on en a 11% qui sont catégorie B. Donc, ce qui veut quand même dire qu'on en a 82% qui sont plutôt C, C-, D, etc. Et donc, le traitement de l'eau sera une notion très importante. Et c'est tellement important que la BPI, et pareil pour la Banque des Territoires, donc les deux leviers de la Caisse des dépôts, proposent des financements pour faire cette transition dans les hôtels. Tu vois? Donc, en fait, tu as aujourd'hui un impact marketing de notation de ton hôtel. Tu as un message vis-à-vis de tes clients. Tu as un message vis-à-vis de
de salariés qui ont besoin de voir qu'ils bossent dans un hôtel qui prend des vraies mesures. T'as un levier marketing qui t'évitera peut-être de payer trop Google et Booking. Parce que je rappelle que aujourd'hui, l'offre hôtelière, elle est complètement cornaquée par deux acteurs, Google et Booking. Parce que les gens tapent hôtel pas cher, cœur de ville. Voilà, cœur de Paris, cœur de Berlin, etc. C'est le mot-clé qui fait rentrer 70% des bookings de l'hôtellerie. Eh bien, quelqu'un qui tapera hôtel écolo, hôtel faire score B, là, tu crées de la valeur parce que tu vas répondre grâce à ta différenciation, grâce aux mesures que tu auras prises. Et dans les mesures prises, la douche et l'eau, c'est un des sujets qui, pour l'instant, est très peu traité par le domaine de l'hôtellerie. Et donc, je pense qu'il va y avoir un boulevard. Et du reste, nos amis ont comme premier époque un hôtel à Toulouse que je vais aller visiter donc dès que c'est au point. Et donc, j'irai voir donc toutes les performances donc des douches en question. Et à partir de là, on va démultiplier notre approche sur ce domaine. Et là, on est vraiment dans les thèses de faire nous investissement. Tu vois, donc c'est-à-dire apporter une vraie contribution parce que au-delà effectivement donc des grandes théories, donc il y a les métriques et il y a les mesures qu'on met en œuvre. Et dernière chose, les hôteliers en question, eh bien l'hôtel c'est un lieu où on est prêt à vivre des expériences différentes. Donc c'est un hôtel, c'est un domaine dans lequel donc c'est un domaine qui rend parfois peut-être plus intelligent. Et quand on rentre chez soi, eh peut-être qu'on va acheter derrière donc peut-être pas une douche tout de suite, mais en tous les cas au moins le régulateur d'eau parce qu'on aura pris conscience que cette consommation effectivement donc est un vrai enjeu. Donc moi aussi je suis pour le tourisme et l'hôtellerie comme lieu d'apprentissage, tu vois, comme environnement pédagogique. Voilà. Pour toutes ces raisons, j'y suis allé. Après, donc ma négo a pas été des plus brillantes puisque c'est plutôt eux qui ont retourné la situation, mais ils l'ont bien fait, c'était très malin. Ça montre leur qualité aussi donc intellectuelle et l'entrepreneur. Et donc il vaut mieux miser sur des gens qui sont intelligents et qui démontrent des vraies capacités à entreprendre dans leur raisonnement, tu vois. Donc que de se dire j'ai obtenu ce que je voulais, puisque finalement la valo c'est pas le seul élément qu'il faut prendre en considération, surtout la création de valeur qu'on va pouvoir faire ensemble. Tu peux nous rappeler le deal qu'ils a effectivement que toi ta contre-proposition et puis le deal final et comment justement ils ont gagné dans cette négociation. Ouais, ils ont. T'as fait voilà. J'ai proposé donc en fait j'ai proposé pour le même montant donc 15% et ils m'ont ramené à 10 quoi donc grosso modo donc voilà mais donc j'aurais pu dire 12. Voilà, d'ailleurs c'est là quand j'ai pris les petites notes là. Ça fait sur un autre deal d'ailleurs. Vous avez coupé la poire en deux. Voilà, exactement. Mais là je voulais faire ça, voilà. Et puis je me suis dit attends mais finalement parce que la valo est quand même très basse, tu vois, donc à la fin quand je suis très basse, on part sur une petite valo. Donc on était sur une valo à 1 million d'euros. Donc tu vois, ça change pas grand-chose au final, voilà. Donc je me suis dit allez, c'est la fin de la saison. Il y a aussi un message à envoyer aux gens qui écoutent cette émission et de se dire OK, quand on fait des projets qui ont du sens, tout mon discours qui consiste à dire que les boîtes qui ont du sens créent de la valeur mécaniquement et que c'est un bon parce qu'elles ont un marketing gratuit, parce qu'elles engagent leurs clients, elles fidélisent les clients, elles créent des réseaux d'ambassadeurs, etc. Eh ben ça vaut aussi pour les investisseurs. Quand tu as une boîte qui a du sens et que cette boîte-là, effectivement, donc elle porte des valeurs, eh bien, parfois l'investisseur est moins regardant sur la valo. C'est un peu le message que je voulais passer. Top. On passe au dossier suivant. Tu vois le temps qui tourne. Revolt. Il y a Jean Corentin qui voudrait donc voir mon calepin. Donc, écoute, le jour où on fera un podcast, je te montrerai effectivement donc ces notes. Mais d'ailleurs, on en prend tous. Alors, le seul qui a mis son nom sur le carnet, c'est Bourbon. Donc, le Anthony, il avait peur qu'on lui pique son carnet. Donc, il a mis son nom sur la couverture. Ceci dit, c'est pas con parce qu'une fois, je me suis retrouvé avec le carnet de l'archevêque. Et donc, lui, il avait le mien. Et donc, et j'avais écrit une vanne. Il m'a dit, mais t'écris tes vannes par avance, etc. Et donc, en fait, je l'avais écrit après. Parce que pourquoi? Parce que quand je sors du plateau, des fois, je me dis, tiens, cette formule était pas mal. Donc, je la note en me disant, j'espère que la production va la garder, donc, à l'issue. Donc, mes notes, elles sont à la fois pendant le plateau et puis de temps en temps je complète donc quand je sors du plateau et j'ai gardé mes calepins évidemment donc des 3 saisons de Qui mon associé, j'en ai 4 d'ailleurs parce que sur une saison j'en avais oublié un une fois donc ils m'en ont refilé un autre et heureusement je l'ai retrouvé après. Une fois j'en ai oublié un dans un hôtel donc et ils l'ont retrouvé donc ils me l'ont renvoyé voilà et donc je conserve précieusement ces calepins parce qu'effectivement il y a plein de notes. Alors
y a rien de très chamboulant parce qu'il faut qu'on écoute en même temps, il faut qu'on pose des questions, qu'on note rapidement. Donc c'est quand même de la prise de notes rapide. Hein. C'est pas non plus des très grandes envolées. N'empêche que au moment où on conclut, bah, je peux te dire que tu as intérêt donc à avoir pris quand même quelques notes, tu vois, parce que à la fin, tu sais quand même, t'as pas forcément tous les éléments donc depuis le début. Et moi-même, des fois, en fait, maintenant, je commence, je prends les notes et puis sur le côté, je sors les mots clés qui vont construire ma conclusion au fur et à mesure, quoi. Voilà. Bon, après, le calepin d'Eric, je pense, est assez reconnaissable. C'est des calculs de marge et puis la valeur du avec un truc barré parce que dès que Kelly lui fait la proposition. D'ailleurs, tu viens d'être invité là, t'as vu donc au podcast de l'ami Corentin là, il vient de te faire une invite en direct. Effectivement, maintenant qu'on se côtoie sur ces lives depuis, ça fait 8 lives maintenant, donc et puis tous les posts LinkedIn, donc avec grand plaisir. Enfin, il est temps de le voir en chair et en os. Bravo, Revolt. Revolt, alors intéressant. J'ai pas tout compris sur le modèle économique, en tout cas sur comment ils allaient vraiment pouvoir générer de l'argent. Apparemment, eux non plus, c'est ça que tu veux dire. Voilà, c'est bon. J'ai trouvé bon, je la reprendrai pas. Enfin, j'ai trouvé un point commun avec Anthony sur une des techniques que j'ai en entretien avec les candidats où je leur fais faire des calculs. Bon, les miens sont un peu plus complexes, effectivement. Mais alors après, le mec aurait pu ne pas trouver parce que si tu veux, quand tu es sous pression comme ça, donc et qu'on te demande en plus un calcul alors que tu viens de te planter, tu vois, en direct à plusieurs reprises, c'est vrai que c'est pour le coup marrant, c'était vous êtes 4, etc. Donc c'est même d'avoir été jusqu'au bout, donc dans l'incapacité à donner les bons chiffres. Ceci dit, et alors là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Premièrement, donc la prod a tout monté dans cette logique. Donc, il faut bien comprendre que nous, on passe 1h15 avec les candidats et qu'à la fin, s'il y a 10 minutes donc qui sont liées aux chiffres et où ça merdoie un petit peu, il reste quand même 1h05, quoi. C'est à fait 1h15. Sauf que si, quand tu montes le sujet, tu prends ces 10 minutes-là sur les 15 que tu vas garder en totalité, ça fait 2/3 du sujet. Voilà. Donc, dans un cas, c'est moins de 10%. Dans l'autre, effectivement, c'est 2/3. Et là, c'est un peu le cas. C'est-à-dire qu'on est vraiment resté focus parce que le monteur, donc, a trouvé ça rigolo. Et donc, c'était drôle. Voilà. Et donc, il a monté le sujet comme tu l'aurais fait pour TikTok. Tu vois, donc, pour évidemment, donc, trouver un angle sympathique, empathique et surtout très drôle. Bon. Et puis ils étaient très sympathiques parce que voilà. Alors après, non, mais je voulais dire, du coup, les gens se disent, c'est désagréable et puis ceux-là, ils se plantent, mais en fait, ça le rend presque plus attachant encore. Tu as tout à fait raison. Et ça, je voulais, toi, l'authenticité que j'allais dire sur mon deuxième volet, c'est que souvent, on a expliqué, nous, que on n'y allait pas parce que le mec savait pas calculer, qu'il n'avait pas été assis sur de lui, que son modèle économique merdoyait, voilà. Et on lui en faisait le reproche. Là, bizarrement, personne ne l'a fait. Même Anthony finit par faire une offre. Alors que là, c'était vraiment s'il y en avait bien un sur lequel je misais pas du tout pour faire une offre, c'était bien lui. Je pensais, et d'ailleurs, il leur dit, ça va secouer, accrochez-vous. Il a rien dit. C'est-à-dire que, tu vois, il a été 100 fois pire dans plein de cas. Et donc là, il était hyper sympa, etc. Donc, il y a rien qu'à secouer du tout. Et à la fin, il a fait une offre. Bon. Donc, moi, je retiens ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que quand tu es sympa, quand tu dis, ah bah ouais, j'ai merdé, mais d'habitude, je suis meilleur que ça, etc. Quand tu prends les choses avec du recul, eh ben, déjà, tu gagnes un peu les cœurs, quoi. Donc, parfois, tu n'arrives pas à gagner la raison, mais au moins, tu gagnes les cœurs. Et quand tu gagnes les cœurs, eh ben, déjà, ça met les gens dans une disposition d'esprit vis-à-vis de toi qui est un peu différente. Donc, même si tu gagnes pas les esprits, tu en gagnes un petit bout quand même. Bon, voilà. Donc, ça, c'est le point qui est très important. Alors, maintenant, troisième élément, il demandait 70 000 euros et Anthony a demandé 20% et moi 18%. Donc déjà, on revient à des valos qui sont très basses et avec un montant qui est pas énorme par rapport à cette saison où il y avait des montants à 300 000, 500 000. Là, on est à un montant à 70 000. Ce qui explique que tu peux aller au-delà des erreurs. Parce que si un gars vient et qui dit, moi, c'est 4 millions de valos, je fais 0 de chiffre d'affaires, mais je suis une vedette et ma boîte, elle sera à 100 millions, tu dis, bah, étant pépère, t'arrives pas à aller sur les 3 chiffres. Là, évidemment, tu vas être implacable. Mais si quelqu'un dit, je suis au début, on a trouvé un truc qui commence à fonctionner, on ne sait pas exactement vers quoi, effectivement, donc on veut aller, mais on sent qu'il y a quelque chose. Voilà. Et on te dit qu'on va te donner un gros bout de la boîte à une valo faible, voilà, d'où mes 20%, qui sont devenus donc 18. 20 qui sont devenus 15, qui sont devenus 18. Voilà, il voulait 15. Moi, j'ai dit, Anthony a dit 20, et ça s'est fini, donc ça s'est fini à 18. Bon, bah, si tu veux,
mon niveau de risque, c'est que la boîte n'arrive jamais donc à valoir donc les 70 000 balles que j'ai mis donc pour 18%. Si tu veux, donc quand il y a très peu de chances que ça arrive. Parce que pourquoi? Parce que d'abord, premier élément, ça n'a pas été montré à l'écran. Les deux repreneurs de 380 000 euros. Ça faut arriver à dépasser une valeur de 380 000 euros. Donc le premier tour de table où vraiment il y a de la traction, un minimum de traction sur une boîte comme ça avec un potentiel de scale important. Si vous trouvez le modèle économique, bon, globalement, déjà, on fait un x5. On peut faire entre x3 et x5, quoi. Voilà, ou x10, même, etc. C'est-à-dire que ça va aller très vite. Voilà. Puisque le moindre gland cote sa boîte, donc, à 3-4 millions. Donc, si tu veux, si déjà demain, on fait du chiffre d'affaires et qu'on démonte, donc, l'attractivité et l'attraction, si tu veux, on peut aller chercher des valos entre 2 et 4 millions. Donc, ça va très vite. De toute façon, si elle se plante, si tu veux que t'aies 20%, que t'aies 20% ou que t'en aies 2, si tu veux, là, pour le coup, ça change rien. Donc, là, par contre, ce qui change, c'est les 70 000 que tu as mis. Donc, la question, c'est, quel est le rapport risque? Tu vois, quel est mon risque de perdre 70 000? OK. Dans une émission où j'ai investi 1 million d'euros. Donc, c'est 7% de ma mise sur une boîte qui est la valeur la plus faible de la saison pour moi, avec peut-être une attractivité extrêmement forte. Et ben, c'était exactement mon raisonnement sur Ciao Ciao. Ciao Ciao, quand il présente son modèle, donc il y a 2 ans, il fait moins de 30 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2022, le gars. Et donc notre ami Julien. Bon, donc on est vraiment, et les gens se disent, ouais, transformer un véhicule, etc. Bon, très bien. L'année suivante, il fait 700 000 et on est passé d'une valeur de 500 000 euros en un an à une valeur à 2 millions d'euros qu'on vient de faire ensemble, sur lequel donc on a levé donc à 600 000 et dans un montage à 1 million d'euros avec le non dilutif. Et c'est une boîte qui sera, moi je suis sûr qu'on sortira sur une valeur à minimum 10 millions d'euros. Donc cette boîte-là. Donc quand tu prends de temps en temps, moi j'ai aussi une vision d'ensemble de mes investissements. Dans une saison, il faut avoir une vision donc tridimensionnelle. Il faut avoir le cas qui est en cours, tu vois, le niveau de risque donc qui te propose, et puis l'ensemble des investissements que tu as fait donc dans la saison, tu vois, donc avec le montant que tu t'étais à peu près donc alloué. Et donc alors dernière chose, le couple est très sympathique, tu l'as dit, mais surtout ils sont ingénieurs et ils font des missions à l'extérieur qui leur permettent donc de vivre. Donc aujourd'hui ils n'ont pas de besoin économique sur la boîte. Donc mes 70 000 euros, ils vont pas faire pchit, ils vont vraiment servir à développer l'application. Ça, c'était un enjeu très important. Tu as des boîtes où les mecs, ils sont scotchés, ils ont déjà dépensé 400 000 balles, il y a un trou de 200 000, tu mets 150 000, boum, ça fait moins 50 à la fin, il se passe rien pour la boîte et ton argent a fait pchit. Là, en l'occurrence, mon argent, il va vraiment avoir un rôle démultipliant. Et qu'est-ce qui m'a plu dans ce modèle? C'est évidemment, et on l'a tous dit, le modèle B2B. Eux, ils ont attaqué par le modèle B2C, qui était un modèle compliqué sur lequel ils n'avaient pas le début donc d'une réponse satisfaisante. Par contre, le B2B, c'est des boîtes qui payent l'application. Ils viennent de signer donc un premier contrat, je sais pas si je peux le dire, mais le nom de la boîte, avec une grosse boîte donc qui va mettre 35 000 euros donc par an sur cette application. Tu vois, donc le B2B, ça va avoir une vertu, c'est que ça va démultiplier le parc donc de ces applications, d'accord? Donc d'ailleurs, moi je leur ai donné une bonne idée qu'on a mis en œuvre, qui est de faire un programme d'ambassadeurs où on dit à tout le monde. Parce que hier, quand on a fait l'émission, on se dit, mais qui va regarder? Est-ce qu'il y aura un directeur marketing qui va prendre, qui va se dire, tiens, c'est intéressant comme objet? Non, sans doute que non. Enfin, la probabilité est faible. Par contre, tous les gens qui regardent, ils bossent dans des boîtes, et donc on leur dit, devenez ambassadeur et poussez la solution dans votre boîte. Et on vous récompensera, donc avec des coupons de réduction en plus par rapport aux autres. Donc on va créer mécaniquement un super réseau d'ambassadeurs qu'on est en train de mettre en place. Ce soir, déjà, on en parlera avec eux. Donc, je suis sûr qu'on en a plein qui se sont portés donc candidats, et eux se rémunèrent aussi sur les coupons de réduction qui permettent aux gens de consommer donc à moins cher. Tu vois. Et donc, il y a une traction en fait mécanique avec le B2B qui va tirer derrière donc le B2C. Il y a des communes qui les contactent maintenant en demandant si on peut intégrer donc le commerce local plutôt que les grandes surfaces. Donc, on a vu qu'on avait des coupons de réduction sur Carrefour, etc. Mais on peut aussi pousser donc les produits locaux. Donc, il y a un enjeu donc régional. Donc, ils ont gagné un prix. Ils ont été sélectionnés par Atout France donc pour développer l'application dans les territoires. Bref, peu de risques, si tu veux. Donc, enfin, valeur faible, montant qui est pas énorme. Donc, entrepreneur de qualité et modèle économique pas encore posé, parce que si le modèle économique était posé, mais on n'était pas
on n'était pas à 7 valos. Là, on était à 4 plaques. Donc, à un moment donné, on peut pas non plus demander aux gens d'avoir le prix d'un mec qui a encore rien fait, mais par contre, la démonstration qu'on est sûr qu'il va bien faire. On n'est jamais sûr. Donc là, je pense que voilà, il y avait plein d'ingrédients intéressants. Et je me suis dit, dans une saison, moi, j'ai un portefeuille. Je réfléchis en portefeuille. Mon portefeuille, j'en parlerai plutôt la semaine prochaine. Ce sera l'occasion du debriefing donc global, et je vous expliquerai comment je construis ce portefeuille. Tu vois, donc avec des logiques différentes selon les cas. C'est pourquoi il faut pas effectivement donc dire t'as dit ça sur telle boîte et t'as dit le contraire sur l'autre, parce que c'est pas les mêmes caractéristiques. Et moi, je peux justifier à chaque fois de la position que j'ai adoptée parce que ça participe d'une même orientation intellectuelle. Eh oui. Non, très intéressant. D'ailleurs, tu as investi donc 1 million d'euros sur cette saison. Combien de projets? Oui, Kevin, maintenant que tu as payé tes 500 balles, donc après avoir essayé 50 fois ta carte de crédit au départ du Maroc, tu pourras investir bientôt sur la pâtisserie digitale. Donc prépare-toi, donc et fais chauffer la carte donc marocaine pour que vraiment on est sûr qu'elle marche bien. Donc je chante Kevin parce que c'est notre meilleur public. Donc vas-y. D'ailleurs, juste pour parce qu'il y a alors je pense que on a jamais eu autant de questions qui tombent là dans le chat. Le chat est très très actif aujourd'hui. N'oubliez pas, il y a un petit onglet juste à côté, l'onglet questions. Vous pouvez poser vos questions à cet endroit-là et les gens peuvent voter dessus parce que on en a beaucoup. Et donc on va commencer d'abord quand on va adresser les questions par l'onglet questions en remontant par les questions qui ont reçu le plus de votes. Ouais, donc on va. Ce que je te propose, Jean-Pierre, on va essayer d'aller très vite sur les derniers dossiers. On a 3 à évoquer, et puis on va prendre les questions parce qu'il y en a. Déjà, on a traité les 3 dans lesquels j'ai investi. Revolt, Ilia, donc et pâtisserie numérique. On peut se parler d'Audace. Audace. Alors c'était la séquence a été un peu tronquée aussi. Bon, elles sont toutes tronquées, mais celle-là donc a été tronquée par rapport à l'intervention donc de Miss France, qui a été absolument géniale. Et j'ai eu cette formule. Elle était très très bien en ambassadrice, elle pitchait. Elle est incroyable. Moi, je suis tombé amoureux de cette fille. Donc, c'est ce que j'ai dit à ma femme en rentrant. Marc aussi. Marc Simoncini aussi. Hein. Marc aussi. Oui, et Eric pareil. Et on voit les têtes réjouies, effectivement. Donc, non, il n'y a pas Eric d'ailleurs, c'est Tony. C'est Tony qui la regarde aussi. Donc, il la connaissait déjà. Mais la fille est brillantissime. Elle arrive sur le plateau. Elle parle mieux de la boîte que les autres entrepreneurs. Donc, elle a un charisme naturel, donc incroyable. Elle te dit, tiens, regardez, tac, 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 etc. Donc, en plus, elle fait une démonstration en direct live du produit. Donc, elle rappelle toute la dimension écologique. Elle fait tout ça sans trébucher quasiment. Donc, et avec, encore une fois, une élégance incroyable. Et donc, j'ai eu cette formule. J'ai dit, je n'ai jamais vu autant d'élégance associée à autant d'élégance. Voilà. Et donc, ça a été coupé. Parce que je pense, les gens pensent que c'est un propos sexiste en se disant, ça veut donc dire que les filles qui sont belles, sont pas intelligentes, puisque tu dis que tu n'as jamais vu. Donc, mais moi, ça n'a rien à voir avec ça. Je dis, j'ai rarement vu quelqu'un de haut niveau comme ça, voilà, qui est bon dans ces 2 domaines, voilà, qui a une grâce naturelle et qui en plus marche sur l'eau. Donc, en termes de qualité oratoire, quoi, c'est quasiment, voilà. Et donc, moi, j'aime le talent, quoi. Je vois un sport. Quand je raconte toujours l'anecdote, quand j'ai pris le café avec Carl Lewis, j'ai regardé le gars pour boire son café, mettre touiller avec sa cuillère, monter la tasse, tout ce qu'il faisait était touché par la grâce, quoi. Il y a des gens qui ont une grâce naturelle, tant mieux pour eux. Et moi, je trouve ça assez génial quand voilà. Et là, on a bien vécu, on a compris qu'on vivait un moment assez magique, voilà. Et donc, j'étais content d'être là et content d'avoir vu la Miss Botillon avec qui je suis copain. D'ailleurs, elle devait venir au live ce soir, donc elle est retenue donc parce qu'elle participe à Miss Monde et donc ça démarre demain. Donc la compète, donc elle est en Inde pour Miss Monde. Et alors pour l'anecdote, on a pris un café tous les deux donc quelques temps après l'émission parce qu'en fait moi je suis copain avec Cindy Fabre qui est la patronne maintenant donc de Miss France. Et quand je dis copain, je suis pas copain, mais elle est cliente de Fermou, elle m'aime bien, on échange, voilà. Et donc je lui ai mis un message pour lui dire mais cette fille Clémence là, elle est incroyable quoi. Donc elle m'a dit ouais c'est une super oratrice etc. Et elle me dit d'ailleurs si tu veux j'organise un café. Donc on a pris un café et quelqu'un s'est rapproché. On était dans un hôtel et donc et quelqu'un s'est rapproché donc de nous fixant donc la Miss France. Et donc, je me suis dit, il va lui demander un selfie, un autographe, etc.
et il s'est approché et il lui a dit excusez-moi, mademoiselle, je voudrais parler avec Monsieur Nadir. Et donc, j'ai détrôné Miss France au moins une fois, donc auprès du public, d'un spectateur. Donc c'était un moment assez marrant. Mais donc là, j'ai découvert la nana. Bon, si tu veux, elle a fait histoire de l'art, elle est hyper intello. Voilà, on voit que c'est quelqu'un qui est touché encore une fois donc par le talent. Voilà. Et donc, pour revenir à Audace, après, c'est vrai que le petit couple était ultra sympathique. C'est clair que ce sont des gens ultra honnêtes, ultra bienveillants, ultra engagés, ultra bosseurs, tout ce que tu veux. Après, il y avait juste une dichotomie entre le nom de la marque Audace, comme je l'ai souligné, et leur profil, leur stratégie, leur engagement, leur façon de faire, leur façon de parler. Tu vois, ils auraient dû dire on va salir un peu le monde de la joaillerie, quoi. La joaillerie, donc ça n'a pas été dépoussiéré. Et aujourd'hui, les rappeurs, les footballeurs, etc., les mecs, ils veulent un discours différent, quoi. Et donc nous, on va être au service de cette cause. Comment on fait écologique et en même temps, donc on réinvente les codes de ce domaine-là. Tu vois, et ils auraient dû être beaucoup plus branchouilles, donc dans leur approche et dans leur capacité à exprimer cette rupture. Tu vois, alors que là, c'était très sage, y compris dans le design. Le design des objets, etc., était assez classique. Et donc, on voyait pas trop, en fait, à part la partie écologique, la différence. Et ce qui a été dit par Eric, qui était très juste, c'était qu'en plus, ils sont même pas producteurs. Ils font produire par. Donc, du coup, la valeur, elle était où? Tu vois, on avait du mal à la comprendre. C'est ça qui était dommage, en fait, c'est que d'un point de vue impact, on voit bien effectivement cet enjeu avec les 250 tonnes de minerais extraits et 450 litres d'eau pour faire 1 carat de diamant. Mais en fait, eux l'ont pris par un bout qui, leur enlève toute différenciation et toute barrière à l'entrée. Parce que, et puis la scalabilité, c'est dommage de pas. On s'attendait au début, quand ils ont présenté le problème, à ce qu'ils arrivent avec plutôt la solution technologique et pas une marque de bijoux qui. Par contre, la marque est géniale, quoi. Audace, c'est génial, voilà. Mais encore faut-il après derrière y mettre les ingrédients. Très bien. Projet suivant, Adensky. Adensky. Ouais, là on va aller vite parce que j'étais pas sur le plateau. Et sur le plateau, j'ai pas bien compris, si tu veux. Donc voilà, comment ils allaient pouvoir faire tout ce qu'ils voulaient faire, voilà, parce que ça a été aussi bien résumé. Donc ils veulent tout faire. Donc l'usine pour faire les skis, donc faire aussi la marque blanche, donc pour les autres, être distribué chez en locatif, faire de la vente. Bref, il cumule quand même beaucoup de sujets avec une petite levée qui me paraissait quand même pas suffisante pour atteindre leurs objectifs. Le seul qui est allé, c'est Tony, et c'est logique puisque évidemment donc il a investi dans une station et donc je pense qu'il Marc, non Marc aussi. Je crois que c'est Tony et Marc qui sont rentrés. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est que Marc se tâtait, voilà. Et à partir du moment où Tony donc est allé, Marc s'est raccroché un peu au wagon en se disant c'est pas con s'il y a Tony, quoi. Bon. Et moi, je vais pouvoir ouvrir mon canal, etc. Bon, voilà. Donc Marc a vu qu'il avait quand même des synergies et surtout qu'il avait bénéficié de l'image de Tony. Tu vois? Et parce que Tony, c'est sûr que si tu veux un rendez-vous chez Salomon, chez Rossignol, chez qui tu veux, je pense que par cœur, il a le rendez-vous évidemment dans les 48 heures. Bon, si Marc il connaît bien ce qu'il sait, etc., ce qu'il a dit, pareil, il va pouvoir effectivement donc apporter aussi une contribution. Marc, il faut rappeler qu'il a fait une dameuse qui voulait être la meilleure dameuse du monde, qui a été un gouffre financier, donc il a perdu beaucoup d'argent. Donc s'il se dit finalement sur les cendres de ce que j'ai appris à ce moment-là, je peux aider ces deux jeunes et récupérer une partie de ma mise, why not? Ils ont fait une propale qui était quand même assez sévère sur la correction de la valo. D'ailleurs, à tel point qu'ils ont refusé, donc le petit couple a refusé. Donc, alors d'ailleurs, je dis petit couple, on ne sait rien s'ils sont en couple de reste, mais donc en tous les cas, le duo d'entrepreneurs donc a refusé et ils ont fini par se ranger à l'évidence qu'ils n'allaient pas réussir à faire changer d'avis aux deux autres et que c'était ça ou rien et que quelque part, donc là encore, il y a eu la pression de la marque Parker donc à jouer évidemment. C'est-à-dire que Marc tout seul n'aurait jamais obtenu cette valo, donc il s'est mis dans la bonne dynamique. Moi, j'ai fait un dossier avec Tony, mais sur lequel son apport sera beaucoup moindre. Je pense que ça n'a rien à voir avec le sport. Chaque fois qu'il y a du sport ou que Tony est déjà ou qu'on est dans un de ces trois domaines, puisque il rappelle très souvent que son groupe donc a trois piliers.
Donc, dès qu'on est dans un de ces piliers, donc il a un pilier qui est évidemment donc le sport, c'est le plus important avec l'ASVEL et pas mal d'investissements. Donc, il a le tourisme, et puis il a donc toute la partie vin. Il fait du champagne, du rosé. Donc, il a voilà, grosso modo, je pense les 3 domaines dans lesquels il a aujourd'hui de vraies synergies. Donc, bon, voilà, ça correspondait bien donc à ces domaines d'excellence. Donc, c'était assez logique, quoi. Bien. Alexandre nous demande si Tony fait des stylos aussi, effectivement. Ouais. Alors là, je répondrais, malheureusement pour lui, non. Du reste, il a évoqué avec un peu d'émotion hier le fait que ses parents n'avaient pas de fric. Moi, je ne le savais pas. Je pensais que ses parents avaient du pognon parce que son père était basketteur. Donc, à Tony, son père était donc black américain, donc venu jouer en France, et il a connu sa mère, donc qui est française, donc ou belge. Je ne sais plus je crois qu'elle est normande plutôt d'ailleurs. Donc j'ai croisé sa maman. D'ailleurs, sa maman nous a rendu visite sur le plateau. Donc il est très proche de sa maman. Et donc voilà, il a révélé qu'ils n'avaient pas d'argent pour aller au ski. Moi, c'était mon cas. Hein. Moi, j'ai jamais fait de ski de ma vie. Donc aussi parce que quand t'as pas tout petit commencé à en faire, je pense que c'est pas un truc après que. Alors lui, il s'y est mis à 38 ans parce que il a du temps maintenant sans doute, et surtout la volonté de rattraper un peu le retard. Moi, j'ai mis mon énergie dans notre domaine, et donc j'ai fait du ski de fond, mais j'ai jamais fait de ski de descente. Donc parce que voilà, j'y allais pas comme Kelly. Bon. Et donc peut-être aussi que c'était une raison psychologique, mais dans tous les cas, donc ses parents n'avaient pas les stylos par cœur, malheureusement. Alors, en parlant de mettre son énergie dans notre domaine, on va passer aux questions avec une première question qui a été pas mal sollicitée. C'est sur ton investissement dans les boîtes. Tu as investi dans de nombreux projets. Comment est-ce que tu fais pour tous les accompagner tous de manière qualitative? Ouais, donc ça, j'ai vu que c'est Claire Lesage qui a posé cette question, qui est une excellente question en effet, et qui a eu le plus gros des votes, si j'ai bien compris. Bah moi, déjà donc je m'implique, ce qui déjà est pas si naturel que ça. Hein, donc je le rappelle, puisque comme l'a souligné Éric Larchevêque hier en disant Nadir il bosse, ça dénotait que c'est pas toujours le cas. Hein, sinon on le mettrait pas en avant. Bon. Donc il y a plein de gens qui investissent en streaming partner et qui se contentent d'avoir un reporting donc par trimestre, donc voire une fois par an. Bon. Moi, c'est pas mon cas. Moi, je suis au contact d'entrepreneurs. Alors comment je fais donc pour gérer donc mes journées? Bah c'est assez simple. J'ai 90% de mon temps qui est dédié donc à Fairmove donc et au tourisme responsable. Dans Fairmove, j'ai plusieurs divisions. J'ai le B2C donc avec Fairmove, j'ai la production donc avec Fairmove et Double Sens qui est un tour opérateur qui fait le tourisme éthique que j'ai racheté, et puis j'ai une plateforme donc qui fait le bilan énergétique des hôtels que j'ai expliqué tout à l'heure donc la logique. On a 800 hôtels clients, et notre promesse c'est que grâce à nous ils vont économiser 2 kilos de CO2 par nuitée et ils vont gagner 2 euros. Et donc là on est dans cette logique du tourisme responsable qui réconcilie donc enjeux de la planète, enjeux des populations et enjeux économiques, grosso modo. Voilà. Donc ça, c'est ma vision. Et donc, quand je fais du Fairmove à 90%, ça me laisse 10% pour autre chose, qui sont donc mes startups, Fairmove Invest et les investissements que j'ai faits dans qui est mon associé. Donc, grosso modo, j'opère sur une vingtaine de startups. Donc, ça, dans ces 10%, donc sur la semaine. Mais ensuite, je peux élargir les journées donc avec donc des dîners donc qui sont pas forcément toujours consacrés donc à Fairmove ou à regarder donc qui est mon associé à la télé. Et surtout, j'élargis donc le samedi, parce que moi tous les samedis donc je suis au contact des startups et j'échange, je fais des visios, et donc je passe en général donc 4 startups par samedi avec lesquelles je passe une demi-heure. Et donc comme je suis très au contact, en fait, je vais très vite parce que j'ai en tête tous les éléments. Voilà. C'est-à-dire que j'ai pas à me remettre dans le dossier pour savoir qu'est-ce qu'on avait dit la fois d'avant, qu'est-ce que le gars. Voilà, j'ai en tête tous les grands chiffres et je vois à peu près les trucs. Et comme je suis au cœur du business, contrairement à un investisseur, je suis moi entrepreneur. Donc toute la journée, là actuellement, je vous parle d'une salle, vous voyez, donc un peu sombre. Je suis au Stade de France où donc il y a dans une petite loge du Stade de France où il y a un salon donc des comités d'entreprise, et donc je suis là pour mettre en avant Fairmove. À 11h, de 11h à midi, j'ai fait une intervention donc sur le tourisme responsable et durable, sur ma vision du tourisme responsable et durable auprès des comités donc d'entreprise, qu'on avait comité social d'entreprise maintenant. Donc et donc quand je fais ça, eh ben je parle avec des gens qui m'expliquent des trucs. Là évidemment, les gens viennent me voir aussi pour l'émission et me dire telle boîte vous avez fait ci, telle boîte vous avez dit ça, etc. Mais il y a aussi des gens qui me proposent des sujets,
des moyens donc de développer tel ou tel aspect de mes startups. Par exemple, dis-nous, ciao, on serait content de le mettre en avant à tel endroit. Ou tel. Et donc, en fait, ça me conforte. Ça divise pas mon temps, ça le renforce. Voilà. Et comme je fais que des boîtes qui ont des synergies entre elles, eh bien, ça crée une dynamique collective. Et donc, voilà. Donc, j'ai un gain mécanique par mon activité principale qui ouvre effectivement donc des portes. J'ai j'ai une dynamique mécanique par l'addition de ces boîtes donc entre elles, et j'organise des lives, etc. Donc entre les différents candidats, et maintenant entre les différents invests, et maintenant je vais donc organiser aussi des rencontres physiques donc entre les différentes boîtes où chacun pourra exposer ses problèmes aux autres et on trouvera des solutions donc collectivement. D'ailleurs, c'est vrai que le club m'intéresse, ça apporte encore une dimension, et je suis très au contact, donc je vais très vite. Voilà. Ouais, et ça c'est vrai que moi je le vois au quotidien avec toi, et c'est parce que tu as toujours tous les enjeux en tête, tu connais extrêmement bien les boîtes de ton portefeuille, et Nelly l'avait souligné, tu étais très en contact, très en contact, ouais, effectivement, avec les entrepreneurs, vraiment pour les épauler, pour leur donner des pistes, pour leur ouvrir des portes, tu sais vraiment où en est la boîte, quoi. Et ça, c'est assez. Moi, on peut poser des questions sur n'importe quelle boîte. Je peux te répondre quasiment, pas à tout évidemment. Tu as une question sur les rendements par heure. Je me suis dit, je suis un gland. J'avais même pas calculé les rendements par heure, donc de la pâtisserie numérique. Bon, tu vois, et donc j'ai pas réponse à tout. Donc, mais en tous les cas, je connais bien les trucs, y compris la trésorerie des boîtes, etc. C'est-à-dire que voilà, je sais à vrai où ils en sont, combien il leur reste, quelles sont les perspectives, où on en est des développements technologiques, où on en est du plan RH, etc. C'est-à-dire que voilà, je suis dans une logique de groupe, voilà, comme si j'étais Bernard Arnault et que je dirigeais LVMH, quoi. Voilà. Donc malheureusement, je ne suis que, j'en viens à dire. Donc les boîtes sont plus petites, la portée mondiale aussi, mais en tous les cas, l'état d'esprit est le même. D'ailleurs, tiens, on peut. Parce que pour Arnaud, tu vois, Arnaud, on est dans cette logique, c'est-à-dire que tu es dans le luxe et tu déclines des marques qui s'entraident entre elles, tu investis dans la distribution haut de gamme qui permet de tirer tes produits. Voilà, tu es dans une logique intégrée et où toutes ces marques entre elles créent une dynamique collective très forte. Voilà, moi, c'est exactement ce que j'essaie de faire dans le tourisme. Créer une dynamique collective avec une collection. On va essayer de combiner là plusieurs questions en une. Ouais. Est-ce que tu peux du coup nous faire un rappel de justement qu'est-ce que c'est le Club Fairmove Invest, comment est-ce que quels sont tes critères d'investissement, mis à part le secteur, parce qu'il y a les sujets évidemment, on a compris que c'est autour du secteur du tourisme, le tourisme responsable. Non, je suis en direct. Oui, pardon. Quels sont tes critères d'investissement au-delà du secteur, en effet, et combien de temps tu restes actionnaire dans les boîtes, et quel est ton objectif avec les entreprises dans lesquelles on va rentrer et dans lesquelles les investisseurs et membres du Club Fairmove Invest vont rentrer avec toi, voilà, en termes de sortie, d'horizon de sortie, de multiples. Moi, je pense que si tu veux, donc évidemment, ça dépend des cas, donc, mais globalement, donc, moi, je vise donc des multiples, donc entre 2 et 4, on va dire, qui paraissent être les multiples, donc à peu près intéressants, donc dans ce type d'investissement, et on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, c'est-à-dire que voilà, je me réserve le fait qu'on puisse avoir des bonnes surprises. Moi, j'ai fait un investissement très conséquent dans une boîte où j'ai fait x10, donc récemment. Je pense que dans Ciao, donc on fera x5, donc pour ceux qui sont rentrés sur la valo à 2 millions, mais je pense que Eric et moi, donc on fera encore une valo meilleure parce qu'on était rentrés donc à 500 000, tu vois. Et donc je propose en fait aux gens de faire ça, c'est-à-dire de se dire que le early en fait c'est très compliqué parce que quand c'est early, comme son nom l'indique, c'est très tôt, et donc il faut être capable d'anticiper et de se projeter. Et pour anticiper et se projeter, il faut pouvoir juger du projet, des hommes qui l'animent, des montants qui sont à disposition et du marché qui va être le tien. Tu vois, et toutes ces notions ensemble font qu'il y a une différence entre quelqu'un qui s'y connaît et quelqu'un qui s'y connaît pas, et que finalement on est dans de l'investissement actif, tu vois, qui permet quand même d'esquisser un scénario par avance. Voilà. Encore une fois, il n'y a aucune garantie en rien. Et à la fin, donc, tu peux tout perdre. Et il faut rappeler ça tout le temps. Voilà. Parce que c'est bien, quand on espère gagner, c'est aussi qu'on peut perdre. Mais la réalité, c'est que là, on se donne les moyens
d'avoir une belle efficacité. Et pour vous rendre compte, parce que 5 ans, enfin, x5, hein, c'est sur un horizon de quoi? 5-7 ans? Ça, ouais, moi, je pense que c'est ça. Moi, je me donne 5 ans systématiquement. Voilà, en soi. Voilà. Je pense qu'au-delà de 5 ans, c'est compliqué de se projeter. Voilà. Pour vous donner un ordre de comparaison, hein, x5 sur 5 ans, c'est l'équivalent d'un rendement annuel de 38%, d'un TRI annuel capitalisé de 38%. Voilà, pour comparer avec d'autres produits financiers. Voilà. Et dans lequel vous allez être informé régulièrement des évolutions, contrairement donc aux investissements passifs où encore une fois tu reçois un petit rapport donc laconique, et vous allez avoir en plus donc la possibilité donc de vous exprimer. Voilà. Je pense que c'est aussi un point important du club, c'est la capacité à échanger. Ceux qui m'ont déjà vu à l'œuvre donc dans Daniel Investissement, donc où on a fait 3 investissements l'an dernier, donc c'était un petit véhicule qu'on avait créé donc avant Fermo Investissement, savent que voilà, j'interagis, je les sollicite, je pose des questions, voilà, je me nourris aussi de cette dynamique collective. Si on prend alors suite des questions, alors on avait il y a une question sur les critères d'investissement. Ouais, il y a une question sur le critère. Donc, critères d'investissement, donc on a commencé à y répondre. Et d'ailleurs, il y a une question complémentaire là-dessus. Est-ce qu'il y a un chiffre d'affaires minimum sur les entreprises dans lesquelles finalement tu investis? Non, mais il y a un chiffre d'affaires. Voilà. C'est-à-dire que je pense que c'est important que le gars démontre qu'il y a un chiffre d'affaires, qu'il y a un livre de réalité. Là, je vais soumettre un projet au club qui sera un peu hors market, rapidos sur un petit montant à venir sur une boîte qui a une bonne traction, qui perdait du fric, mais qui va, à mon avis, être à l'équilibre très vite parce qu'il a signé un gros contrat avec un gros contrat, ouais, beaucoup de avec un gros distributeur, voilà, que je connais bien. Donc, et ben, là, j'ai proposé aux gens de venir avec moi. C'est un truc qu'on peut faire rapidement. En plus, il a levé 300 000 euros, 400 000 euros même. Donc, par ailleurs, donc, on va consolider le truc. Bah, ça, on peut on va envoyer un mail très vite pour proposer. Donc, voilà, je ferai pas de LinkedIn, là, on va essayer de faire ça rapidement. C'est un petit montant à 250 000 euros. Et je pense que c'est typique, effectivement, donc des choses qu'on peut faire. C'est-à-dire que moi, je suis au cœur de pas mal de choses. Je sais que si un gars peut signer ou pas signer, si même celui d'en face a envie de signer avec lui ou pas. Et donc, j'ai une capacité à avoir des infos qu'ont pas forcément les autres. Et en fait, c'est ça. En fait, quand tu fais des paris, parce que le real estate, c'est un pari. Ben, un pari, c'est quoi? Un pari, en fait, c'est donc un engagement de 2 personnes qui voient pas venir le même résultat, et en général l'une des deux a une info que vous n'avez pas l'autre, voilà, parce que sinon les deux diraient la même chose, voilà. Et donc moi je fais parfois des paris, mais qui sont encore une fois donc mesurés et sur lesquels je sais que j'ai une traction, voire même j'ai peut-être la possibilité en cas d'échec complet de reprendre la main, voilà. Voire même, c'est-à-dire que en plus je me dis si vraiment ça merdoie complet, bah, je peux peut-être virer même le dirigeant et mettre quelqu'un à la place ou fusionner 2 boîtes, tu vois. Bon, donc j'ai même encore des plans B et C s'il fallait effectivement donc aller encore plus loin. Voilà. Donc je suis pas dans le bisounours, hein. Donc moi les entrepreneurs, je les aime, je suis proche d'eux, je les aide, etc. Mais enfin à un moment donné, si le gars est pas à la hauteur et si effectivement donc il est en train de porter notre fric et qu'on a besoin effectivement de prendre des mesures plus radicales, eh ben on saura les prendre, hein. Donc évidemment donc que tout ça donc à la fin c'est aussi des enjeux financiers et qu'on n'est pas là pour jouer, hein. Très bien dit. Non, et je pense que ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai remarqué à te côtoyer maintenant depuis presque à 18 mois, 2 ans presque maintenant, sur les boîtes dans lesquelles tu investis, tu te comportes presque effectivement comme si c'était des filiales des activités de ton groupe. Tout en laissant les gens indépendants. Parce que, voilà, bien sûr. Moi, j'aide les gens qui veulent être aidés. Parfois, certains, effectivement, donc, font des pas de côté. Bah, si tu veux, tu peux pas les obliger. Auquel cas, dans ces cas-là, je me dis, j'ai intérêt à sortir. Dès qu'il y a une sortie possible, je sors. Parce qu'il y a aussi des questions pour dire, mais est-ce qu'il faut sortir maintenant ou un peu plus tard selon les cas. Donc, voilà, moi, ça dépend vraiment, si tu veux, des perspectives qui sont en face et surtout de l'état d'esprit de l'entrepreneur. Il y a des gens qui, dont tu sens qu'ils ont encore, ils ont le feu sacré et qui vont aller beaucoup plus loin. Il y a des gens, tu te dis, putain, lui, il a déjà atteint un peu ses limites, c'est peut-être le moment de sortir, tu vois. Ouais, complètement. Et je pense, mais effectivement, il y a aussi il y a ce sujet-là que toi, tu as en tant qu'investisseur, tu gardes cette responsabilité de l'entrepreneur et donc oui, tu viens, si à la fin il faut faire le dernier mètre ou aller trouver le morceau de chiffre d'affaires qui manque
pour que la boîte elle puisse faire face à ces échéances, bah tu vas intervenir. Voilà, tu vas pas laisser. Et surtout, si tu veux, d'autant plus que je suis donc accompagné par des gens qui ont mis de l'argent sur mon nom et sur les conseils que j'ai donnés, parce que c'est encore plus dur, si tu veux, donc d'assumer de l'argent qui n'est pas le tien. Voilà. Donc moi, je mets le mien. Mais enfin le mien, là, en l'occurrence, Fairmove Investissement, mais 5%. Et mais c'est moi, puisque Fairmove, je suis actionnaire, donc je suis plus gros actionnaire. Et de l'autre côté, donc ces gens qui me font confiance, bah, si tu veux, il y a rien de plus dur que de créer de la confiance. Et il y a rien de plus simple, on le sait bien, que de la perdre. Et donc, et quand tu la perds, ça se démultiplie très vite et ça se fait très vite. Et donc, la réalité, c'est que je me suis pas embêté à créer cette cause. 58 ans, donc maintenant 59 que j'ai même. Donc, ça veut dire, si j'ai commencé à 18, donc ça fait donc 40 ans d'investissement pour créer de la confiance, pour un jour tout perdre bêtement, parce que effectivement, donc j'aurais amené des gens dans des impasses. Donc maintenant, je ferai ce qu'il faut pour en sortir. Ce qui veut pas dire qu'on réussira tout. Ce qui veut pas dire qu'on va gagner à tous les coups. Et c'est pour ça d'ailleurs que je propose à ceux qui investissent en Fairmove Invest, mon conseil, c'est de leur dire, mettez un peu d'argent dans toutes les boîtes qu'on propose, plutôt que de tout mettre sur une seule. Bon, voilà, si vous mettez tout sur une seule, parce que vous êtes fasciné par cette boîte-là, donc essayez de mettre que la moitié et l'autre moitié de la mettre un peu partout, parce que il faut monnayer votre risque, il faut diminuer votre risque. Voilà, il faut répartir votre risque. Ça, c'est la première règle de l'investissement. Quand tu investis dans 6 boîtes, eh ben, tu peux te gourer sur une, voilà, qui va s'arrêter. T'en as deux qui vont vivoter ou 3, et il faut qu'il y en ait 2 qui pétaradent, quoi. Voilà, c'est ça, là, ou au moins une. Et là, moi, j'expliquerai la semaine prochaine. Donc revenez donc sur ce masterclass. J'expliquerai comment j'ai donc réparti mes investissements sur une saison et comment je vois donc mon rendement au global sur la saison. Eh bien, un fameux investissement, c'est la même chose. Voilà, il faut raisonner au global, évidemment, parce que sur un cas précis, tu peux jamais être sûr qu'effectivement, donc tu vas y arriver. Hein, ça c'est, tu y vas avec cette idée-là, évidemment, en sincérité. Puis après, il se passe ce qui se passe. Hein. Et d'ailleurs, pour compléter la réponse à la question de Claire, et notamment pour expliquer l'association Tudigo et Fairmove Invest, on est deux finalement. Hein, donc, quand je dis deux, c'est 2 organisations, hein, en plus de nos 2 personnes, donc Jean-Pierre et moi, à sélectionner et négocier les conditions d'entrée sur les dossiers qu'on présente sur Fairmove Invest, parce que c'est vraiment la double compétence qu'on vient apporter, compétence sectorielle d'investisseur, d'entrepreneur de Jean-Pierre, la compétence venture du professionnel de l'investissement de Tudigo, avec nos analystes et le comité d'investissement. Et derrière, effectivement, on va pour tous les projets qui sont accompagnés, en plus, effectivement, des reportings oraux et des masterclass de Jean-Pierre, vous aurez le suivi des investissements et un travail qu'on va faire de valorisation de portefeuille. Donc, pour aussi pouvoir à tout moment se dire où est-ce qu'on est en train d'aller, quelle est la valeur du portefeuille. Donc, si effectivement vous diversifiez, bah, vous pourrez voir comment sur une optique diversifiée vient évoluer la valeur d'un portefeuille. Et je pense qu'on peut terminer peut-être sur cette question-là qui je pense assez intéressante. Serge qui posait la question, est-ce que tu as eu des ratés d'investissement? Pourquoi? Que j'ai envie de transformer en qu'est-ce que finalement dans les entreprises, parce que c'est que tu as accompagné, que tu as créé d'ailleurs, et puis les entreprises que tu as accompagnées en tant qu'investisseur, tu retiens comme étant les critères clés de succès et à l'inverse les points qui vont faire que ça justement c'est un investissement sur lequel tu vas pas aller parce que tu reconnais un pattern qui a pu foirer par le passé. Écoute, moi je dirais que je pense que cette question on peut la développer donc jeudi prochain parce que ça fait partie de des questions un peu génériques donc qui correspondront bien à l'état d'esprit de la masterclass de jeudi prochain. Et pour en dévoiler un tout petit peu donc dès maintenant, moi je rappelle toujours la même chose, c'est que donc, j'investis jamais sur des secteurs que je ne comprends pas et sur des dossiers que je ne comprends pas. Donc, déjà, je veux bien comprendre les choses, donc de manière à pouvoir accompagner et comprendre ce qui va se passer. Ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'en général, ça ne se passe jamais comme tu avais prévu. Et donc, le business, c'est ta capacité donc à adapter donc et à être agile au fur et à mesure que le marché t'envoie des signaux. Voilà. Et l'erreur la plus forte, c'est de penser que tu es plus fort que le marché, que tu es meilleur que le marché, que tu es plus intelligent que le marché, parce que le marché gagne toujours. Et donc, entrepreneur, c'est être au service d'une cause qui est celle du marché. Voilà. Et donc, moi, quand je vois des business où manifestement, si tu veux, c'est pas on te renvoie des signaux que c'est pas comme ça qu'il faudrait faire, et ben moi j'essaie de faire comme il faut faire. Voilà. Et donc, quitte à changer
complètement et à me parjurer. C'est-à-dire que des fois, il faut savoir faire un pivot, donc parce qu'on voit que on est dans une voie, dans une impasse. Et donc, ce qui souvent tue l'entrepreneur, c'est qu'en fait, les deux qualités essentielles, il y en a 4 qualités, on pourrait y revenir aussi, mais dans les deux essentielles qui sont la vision et le sens tactique, il y en a un qui dévore l'autre. Voilà, un mec sans vision, mais qui a que de la tactique, créera très peu de valeur. Il peut survivre, mais il créera très peu de valeur. Et un mec qui a de la vision sans sens tactique, il va mourir très vite. Voilà. Et donc, globalement, il y a un équilibre entre les deux. Et à ça, je rajoute toujours le charisme pour entraîner les gens et avoir du marketing gratuit et donner du sens aux choses. Et puis, le quatrième, c'est évidemment la rigueur. Et donc, ces 4 notions ensemble, ben, c'est très rare, évidemment, que tu aies ça naturellement. Voilà. Alors, moi, j'avais plutôt les 3 premières et j'avais même plutôt la vision. Oui, le sens tactique, j'étais malin, donc je comprenais assez vite. Donc, parce que j'avais fait du commercial, et quand tu es commercial, tu sens les gens, voilà. Et troisième truc, j'ai compris assez vite que j'avais une capacité à engager. Par contre, j'étais pas très rigoureux, j'avais pas de procès, j'avais pas etc. Donc, j'ai dû me forcer, voilà, sur ce 4e niveau. Et je pense qu'effectivement, donc il y a l'équilibre entre les 4. Voilà. Écoute, merci beaucoup Jean-Pierre pour ce débrief, ce dernier débrief le débrief du dernier épisode de cette émission. Merci à tous. On vous attend sur le club Famo Invest. Donc, et à très vite la semaine prochaine dans notre classe. Merci pour ta présence toujours donc aussi vitalisante. Ciao. 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 Merci Jean-Pierre.